Bonjour à tous, bienvenue à l'émission Rencontre. Le 26 août dernier, le département de la communication du comité central du Parti communiste chinois a publié un document intitulé « Le PCC, sa mission et ses contributions ». Quelle est la teneur de ce document? Quelle est son importance? Aujourd'hui, pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir M. Ding Yifan, chercheur du Centre de recherche sur le développement du Conseil des affaires d'État de Chine, et M. Wu Zexian, commentateur spécial de CGTN français. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, quelles sont vos impressions sur ce document, M. Ding? En fait, oui, c'est un document officiel qui montre et qui raconte un peu l'histoire de Chine récente et la formation du Parti communiste d'un petit groupe d'intellectuels qui ont une intention de sauver le pays et de reconstruire et de faire rayonner la civilisation chinoise. Et au bout de 100 ans, ils ont réussi. Ils ont réussi une cause glorieuse et très difficile. Mais tout de même, ceci retrace un peu l'histoire du développement du Parti communiste chinois, qui n'est pas un parti communiste comme les autres. En fait, il faut reconnaître tel quel. L'histoire du Parti communiste chinois est un peu particulière. Et il faut que l'extérieur regarde le Parti communiste chinois en tant qu'une force particulière. Et il faut mettre le PCC dans le cadre historique de la Chine contemporaine. Et M. Wu, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ce document? Je suis tout à fait d'accord d'abord avec ce que dit le professeur Ding. Et ça m'a aussi beaucoup intéressé, parce que j'ai lu attentivement le document. Je pense que d'abord la clarté de ce document est évidente. Le gouvernement cherche à répondre aux questions qui sont les plus fréquemment posées dans le monde extérieur. Certaines questions sont certainement très intéressantes pour tous les observateurs étrangers. Par exemple, quel est le secret du succès du PCC? Dans le document, on a donné des réponses, avec beaucoup de détails. Parce que, au fond, le secret, c'est très simple, c'est l'appui du peuple. Puisque c'est un parti qui a été fondé avec l'idée de servir les intérêts du peuple. Ça, c'est déjà quelque chose de fondamental. Il faut expliquer ça aux observateurs étrangers, parce que tous les partis politiques n'ont pas la même vocation. Certains politiques représentent les intérêts d'une catégorie de la population, d'une couche sociale spécifique. Mais là, le PCC, c'est un parti qui n'a pas ses propres intérêts. C'est un parti qui est au service des intérêts de l'ensemble de la population, ça c'est clair. Et une autre question qui est aussi intéressante, est-ce que ce parti qui est au pouvoir depuis si longtemps signifie l'absence de démocratie en Chine? Est-ce que c'est une dictature? Bon, eh bien la réponse est claire. La démocratie et la liberté sont des objectifs fondamentaux du PCC. Pour permettre justement au peuple chinois de jouir pleinement de la liberté et de la démocratie. Aujourd'hui en Chine, en effet, les Chinois jouissent d'une démocratie complète, qui se traduit dans tout le processus de prise de décision, de la gestion des affaires d'État. Et puis une autre question qui est aussi intéressante, c'est est-ce que ce modèle chinois pourrait menacer d'autres modèles existants, à savoir les modèles occidentaux, avec un système multipartiste, puisque en Chine c'est le PCC qui est au pouvoir, tandis que dans beaucoup de pays occidentaux c'est un autre système. Est-ce qu'il y a une menace de la part de la Chine qui se développe rapidement sur ce plan idéologique? Et bien la réponse est claire aussi, non, parce que la Chine ne cherche pas à exporter son idéologie et son modèle. La Chine fait partager son expérience de gouvernance
Mais la Chine n'a nullement l'intention d'imposer à qui que ce soit voilà, son modèle. Bon. Au contraire, la Chine cherche à coopérer avec tous les partenaires, avec tous les pays du monde, pour réaliser la paix, pour promouvoir le développement partagé. Voilà. Donc toutes ces questions voilà, ont été posées, et puis avec des réponses claires voilà, dans le document. Donc c'est très très intéressant. Et ce document intitulé « Le PCC, sa mission et ses contributions » indique que pendant toutes ces 100 dernières années, toutes les luttes, les sacrifices et efforts faits par le PCC et par le peuple chinois sous sa direction n'avaient qu'un seul but, le grand renouveau de la nation chinoise. Monsieur Wu, quelles sont les principales contributions qui ont permis à la réalisation de cet objectif? Bon, il faut d'abord comprendre que pourquoi on parle du renouveau de la nation chinoise. C'est que pendant plus d'un siècle, à partir de la première guerre d'opium en 1840, la Chine a été voilà, une société semi-féodale, semi-coloniale. C'est-à-dire les puissances étrangères étaient là. Voilà. La Chine était malmenée par les forces étrangères, mais aussi voilà, à l'intérieur du pays, les Chinois souffraient énormément des guerres, des famines, des misères, des maladies, de toutes sortes de malheurs. Voilà. Alors, le PCC est né dans un contexte historique voilà, très douloureux. Le PCC a finalement trouvé la voie du salut de la Chine, c'est le socialisme, puisqu'il y avait le modèle soviétique qui était là, et les intellectuels, l'élite chinoise de l'époque a voulu voilà, suivre la voie soviétique. Et c'est dans ce contexte historique que le PCC est né. Bon. Donc, l'objectif fondamental et initial du PCC, c'est de sauver la Chine voilà, d'une misère absolue. Voilà. C'est pour ça qu'on parle de renouveau de la nation chinoise. Et le PCC a réussi. En 1949, avec la fondation de la Chine nouvelle, les Chinois ont chassé toutes les puissances étrangères dehors. Les Chinois ont instauré un régime socialiste qui a permis de mettre fin voilà, à la pauvreté absolue de la Chine, qui a permis au peuple chinois de jouir d'une société basée sur l'égalité et la justice. Alors, ça, c'est déjà très important. Bon. Alors, donc le renouveau de la nation chinoise, au fond, c'est ça. Mais est-ce que dans les faits, le PCC a pu réaliser voilà, justement le renouveau? Voilà, vous avez des chiffres et vous avez la réalité qui est là. Voilà. La Chine qui était extrêmement pauvre voilà, est devenue la deuxième économie du monde aujourd'hui. La Chine dispose aujourd'hui du plus grand nombre de secteurs industriels. Ça c'est remarquable. Voilà. C'est l'usine du monde. Bon. Et puis, bon, la Chine qui était une société profondément agricole pendant des milliers d'années, voilà, a changé de visage. Aujourd'hui, plus de 60% de la population chinoise voilà, sont devenus citadins. Voilà. Tandis qu'en 1949, c'était seulement 10%, un peu plus de 10%. Vous savez, donc la société chinoise s'est transformée radicalement. Et avec tout ça, le niveau de vie de la population voilà, s'améliore sans arrêt et de façon surprenante. Ce document est composé de 5 chapitres, dont le premier est consacré au service du peuple. Il indique que le PCC est dévoué au peuple et place toujours les intérêts du peuple en priorité. Monsieur Ting, comment la gouvernance centrée sur le peuple a été mise en œuvre en Chine? Quelle est en fait la relation? Oui, en fait, la priorité au peuple, c'est une tradition millénaire en Chine. Depuis le royaume des compétents, depuis Confucius, les philosophes chinois de l'ancien temps ont toujours insisté sur l'importance du peuple. Et c'est une absence dans la philosophie occidentale. C'est une notion clé dans la philosophie chinoise. Et cette différence explique que le nom de PCC paraît un peu paradoxal. Parce que le parti, étymologiquement, veut dire des fractions partielles. Alors que le parti en Chine, le Parti communiste chinois, représente les intérêts tout le peuple. Ce n'est pas partiel, c'est tout. C'est un tout. Et c'est pour ça que même en termes de langue,
quelquefois, les Occidentaux auraient du mal à comprendre cela, à comprendre le système dit de parti unique. Parce que cette notion de parti en Occident ne peut pas s'appliquer à la notion du parti en Chine. Parce que le Parti communiste chinois représente tous les intérêts du peuple chinois, de la nation chinoise, qui n'a rien à voir avec les fractions partielles des partis politiques dans le monde occidental. C'est ça. Étymologiquement, il y a une très grande différence. C'est pour ça que les Occidentaux n'arrivent jamais à comprendre pourquoi un parti soi-disant unique veut gérer et représente les intérêts de son peuple. Parce que dans les autres sociétés, en particulier dans les sociétés occidentales, leur histoire était évoluée par une composition de petites entités. Dans qu'en Chine, depuis plus de 2000 ans, il y a toujours un gouvernement central qui représente toujours le tout, le pays et la nation. Et la différence de la civilisation est fondamentale dans l'interprétation et la compréhension de l'évolution de l'histoire récente de Chine, de la naissance et du développement du Parti communiste chinois, etc. Lors de la 10e réunion du Comité central pour les affaires économiques et financières qui s'est tenue le 17 août dernier, le secrétaire général Xi Jinping a mis l'accent sur les efforts pour promouvoir la prospérité commune. Monsieur Wu, pouvez-vous nous expliquer le sens de cette expression prospérité commune? C'est très simple. Voilà. C'est permettre à tous les Chinois d'être riches, à tout le monde, voilà, de mener une vie aisée. Dans quelque sorte, c'est un peu l'égalitarisme, mais ce n'est pas dans un sens négatif. C'est pas dans un sens négatif. C'est l'égalité de richesse pour tous. Bon, ça c'est non seulement une tradition de la mentalité chinoise ancestrale, mais c'est aussi le fondement de l'idéologie communiste. Le communisme, ça veut dire le commun, voilà, commun des mortels. Voilà, il faut que tout le monde puisse vivre heureux, voilà, sur le plan d'égalité, de la dignité humaine, mais aussi des qualités de richesse. Voilà, bon. Ça, c'est l'idée fondamentale, voilà, de ce terme, c'est-à-dire prospérité et partagée, ou prospérité commune. Mais attention, lorsqu'on parle de ça, justement, il ne faut pas aller dans le sens négatif du mot égalitarisme. Voilà, c'est-à-dire, il ne faut pas piller la richesse de la population aisée pour répartir, voilà, de façon égalitaire à tout le monde, parce que ça ne pourrait pas marcher. Ça ne pourrait marcher parce que l'expérience que nous avons connue a déjà montré que cela ne marcherait pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut encourager la création de la richesse. Parce que sans la création de la richesse, on ne peut pas, il n'est pas question. Alors, il n'est pas question de partager. Voilà, il faut avoir la richesse. Bon, comment on peut créer plus de richesse pour permettre justement après le partage? Eh bien, il faut encourager les initiatives de tous, y compris les initiatives privées. C'est pour ça qu'en Chine, il y a l'économie du marché avec un secteur privé qui est très important, à côté du secteur public. Donc il faut encourager une partie de la population qui se lance dans les activités privées de s'enrichir d'abord. Voilà. Et une partie de la population qui s'enrichisse ne veut pas dire un écart, voilà, entre les riches et les pauvres qui se creuse de plus en plus. Mais c'est là le rôle de l'État, voilà, qui essaye de redistribuer, voilà, la richesse, mais tout en continuant à encourager les initiatives. Il y a toujours un équilibre, voilà, à maintenir. C'est ça l'art de gouvernance. Un équilibre social. Voilà, c'est l'art de gouvernance. Permettre à une partie de la population de s'enrichir, tout en veillant à ce que l'égalité sociale soit respectée. Voilà. Donc, ce n'est pas toujours facile, mais la Chine a connu, voilà, des expériences et a obtenu des succès dans le domaine. Aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, pratiquement tous les Chinois sont couverts par le réseau de protection sociale. Ce n'est pas facile, mais bon, avec le développement, avec la richesse justement, créée
Voilà. Et on arrive à faire tout ça. La Chine a fait sortir de la pauvreté, voilà, un très très grand nombre de Chinois. Voilà. Et tout ça, c'est la redistribution. Et aujourd'hui en Chine, il y a toujours des milliardaires. Et puis il y a une classe moyenne de 400 millions d'habitants. Cela veut dire qu'il y a d'autres qui sont moins riches, mais les moins riches sont quand même, voilà, ceux qui mènent une vie correcte. D'accord ? Et on essaye d'améliorer toujours davantage le niveau de vie de tous. Voilà. C'est ça la prospérité commune ou partagée. Voilà. Je crois que le PCC veille, voilà, attentivement à ce que l'écart de la société ne se creuse pas, et en même temps sans étouffer les initiatives privées qui pourraient entraver le développement économique et la prospérité elle-même. Lors de cette même réunion, une réforme de redistribution des revenus a également été soulignée. Il s'agit de troisième redistribution. Monsieur Ding, pouvez-vous nous expliquer ce que c'est ce système de troisième distribution et comment pourra-t-il accélérer la promotion de la... Oui, en fait, dans le système chinois, guidé par le PCC, il y a des facteurs qui sont plutôt traditionnels. Le problème de l'égalité et de la justice sociale, c'est une idée ancestrale dans la tradition chinoise. Depuis plusieurs milliers d'années, les Chinois faisaient attention à ce genre de choses. La Chine a été découverte par des missionnaires occidentaux à l'époque comme le pays qui présentait la plus grande mobilité sociale. Donc il y a plus de mobilité sociale, qui veut dire il y a plus de justice sociale, parce que les gens pauvres, avec leurs efforts, avec leurs peines, etc., arriveraient à avoir un statut social beaucoup plus élevé. Et ce n'était pas le cas en Occident. Parce qu'en Occident, la société était plutôt traditionnelle, féodale, etc. La richesse s'hérite de génération en génération, alors qu'en Chine, M. Wu a signalé que finalement, en Chine aussi, nous avons des milliardaires aujourd'hui. Nous avons même le nombre de milliardaires en Chine peut se comparer à celui des États-Unis, ou d'une certaine manière. Donc il y en a beaucoup qui sont très riches. Mais si on regarde un peu la composition des milliardaires chinois avec celui d'autres pays, la particularité des milliardaires chinois, c'est qu'ils sont devenus riches en une seule génération. C'est-à-dire qu'ils sont devenus riches non pas par héritage, non pas par leurs ancêtres, mais par leur effort personnel. Ce sont des personnes souvent qui sont devenus riches grâce à une idée ou à une invention technologique. Souvent, parmi les nouveaux millénaires chinois, il y en a beaucoup qui sont devenus riches grâce à une invention technologique ou grâce à une découverte, etc., etc. Ce qui montre qu'il y a toujours un dynamisme dans la société chinoise pour la mobilité sociale. Et cette mobilité-là se montre par la manière dont on peut faire fortune. Ça, c'est tout à fait différent du reste du monde. Et donc, cela montre que la société chinoise fait beaucoup attention au problème de l'égalité sociale, mais elle n'est pas pour autant une société égalitaire non plus. Donc, c'est très, très important. Mais à mesure que l'État chinois est fiscalement plus fort et a des moyens de créer, par exemple, un système de protection sociale. Donc, l'État fait beaucoup plus attention aux outils de redistribution en tant que moyen de recréer un équilibre social en faveur de ce qu'on appelle des groupes faibles. Parce que, en fait, il faut comprendre que la Chine s'est convertie vers une économie de marché. Une économie sociale d'une marché, mais c'est tout de même une économie de marché. Et le marché n'est pas égalitaire. Le marché se développe toujours en faveur des gens qui sont déjà naturellement bien dotés. Et là, le rôle de l'État est de corriger les tendances naturelles du marché et de recréer un équilibrage social. Et troisième redistribution, c'est dans ce sens-là. Première redistribution, c'est
revenu par travail. Deuxième redistribution, revenu par le capital, par votre épargne, votre capital. Troisième redistribution, ce serait redistribué par l'État, par le levier du pouvoir public, en faveur des groupes faibles, des faibles qui n'ont pas les moyens d'arriver à la prospérité par le capital ou rien que par le travail. Ils n'arriveraient jamais par le travail à ce niveau de prospérité. À ce moment-là, l'État doit intervenir pour faire en sorte que ces groupes faibles bénéficient d'autres assistances publiques. Et il faut faire attention que ces assistances publiques en Chine ne sont pas de ce genre de donations gratuites. Non, c'est souvent accompagné des mesures d'encouragement pour qu'ils puissent s'autosuffire à long terme. Ça, c'est quelque chose aussi de complètement différent du reste du monde. Et on dit que la troisième distribution permettra d'accélérer la transition vers une société plus juste et équitable d'une main de velours. Monsieur Hu, comment on peut comprendre cette expression, cette phrase? Bon, une main de velours, c'est-à-dire une main douce. Une main douce. Bon. En fait, avant, on ne parlait pas de troisième distribution. Parce que imaginez que dans un pays où le niveau de développement n'était pas élevé, il n'y avait pas la possibilité d'encourager la population aisée, qui n'existait pas vraiment, voilà, à faire des actes de générosité. Bon, on encourageait toujours l'esprit d'abnégation, l'esprit de solidarité, mais ce n'était pas sur le plan financier. C'était surtout voilà, les gens qui étaient prêts à servir les autres, voilà, à travailler davantage pour les intérêts publics, voilà. Mais pas sur le plan financier, parce que les gens n'avaient pas les moyens financiers pour faire des actes de générosité. Bon. Mais aujourd'hui, avec le développement de la Chine, et comme on a dit, il y a des milliardaires, il y a aussi une classe moyenne importante, et dans ce cas, on peut en effet voilà, penser à cette question-là. Ce n'est pas uniquement, à mon avis, pour l'aspect financier lui-même. C'est-à-dire, ce n'est pas uniquement sur le plan financier, il faut que voilà, les gens plus aisés, plus riches aident les pauvres. Pas uniquement un aspect financier, c'est aussi un aspect de moralité. Voilà. Quand voilà, une société se développe à un tel niveau, il faut que cette société ait un niveau de civilisation, de moralité, de vertu plus élevé. Il faut encourager les gens à faire preuve, justement, l'esprit de générosité, à travers les œuvres de charité, à travers les donations, voilà, voilà, pour créer voilà, un environnement social humain, voilà, et civilisé. Voilà, civilisé. Un niveau de civilisation de la société peut permettre à tous les citoyens de se sentir heureux et de suivre l'exemple. Ça, c'est important. Et bien sûr, une main de velours, c'est-à-dire, ce n'est pas imposé. Il ne faut pas imposer. C'est vrai. Il faut que ce soit basé sur le volontariat. Il faut que les gens volontaires pour faire ce genre d'acte de générosité, voilà, parce que voilà, ils sentent la nécessité voilà, de devenir généreux en tant qu'un citoyen aisé pour aider les autres, voilà, sur le plan financier. Et le 1er juillet dernier, lors de la célébration du 100e anniversaire de la fondation du PCC, le secrétaire général Xi Jinping a souligné qu'il fallait appliquer la philosophie de développement axée sur le peuple et développer la démocratie dans tout le processus. Monsieur Di, comment faut-il comprendre ce terme, la démocratie dans tout le processus ? La démocratie dans tout le processus veut dire que la population ou le peuple doit être impliqué dans le processus de la prise de décision et dans le processus de la mise en application des politiques publiques. Et en fait, en termes de démocratie, il y a une divergence profonde entre ce que le peuple chinois a senti
et ce que, disons, l'opinion publique occidentale critique la Chine. Donc il y a une très grande différence. En Chine, même le sondage d'opinion conduit par des agences d'enquête internationales et étrangères et une agence de sondage d'opinion américaine a fait des enquêtes, a suivi. Je pense que c'est une agence liée plus ou moins à l'université Harvard. Donc c'est une enquête scientifique, etc. Depuis longtemps, ils ont découvert que le soutien du peuple chinois au PCC, au pouvoir actuel, est supérieur à 90%, quelquefois 92%, mais cette fois-ci, au milieu de la pandémie, le taux de soutien de la population chinoise au pouvoir chinois a atteint 98%. Ce qui explique pourquoi le Parti communiste chinois n'est pas un parti comme les autres, n'est pas une fraction partielle. Ça représente les intérêts du peuple entier. C'est pour ça qu'il y a un tel degré du soutien populaire dans l'application de cela. Donc on appelle ça la démocratie. On appelle ça la démocratie parce que le peuple, à tous les échelons de la société chinoise, peut participer dans le processus de la prise de décision. Et il y a plusieurs va-et-vient quand une décision est prise. Il y a plusieurs va-et-vient entre la société de base et les organismes de prise de décision à la tête de l'État. Posons par exemple le plan quinquennal. Tous les 5 ans, le développement de la Chine est guidé par un plan quinquennal. Mais pour préparer le plan quinquennal, on va organiser plusieurs consultations. Des consultations à la base, des consultations par la conférence consultative politique, la consultation par le Parlement, donc par l'Assemblée nationale populaire, par les autres unités, et par les unités administratives du village, des usines, des entreprises, etc., etc. Il y a toutes sortes de canaux de consultation de la population. Puis, les recommandations et les conseils seront travaillés par des fonctionnaires de l'État, puis par plusieurs organismes, plusieurs ministères concernés, et puis rédigés en un plan de développement national et soumise à l'approbation à nouveau par ceux qui ont critiqué, qui ont formulé leurs conseils et leurs propositions. Donc il y a plusieurs va-et-vient entre tout cela, et une fois la politique publique définie par le gouvernement et appliquée à tous les échelons dans l'administration, et il est revu de temps en temps aussi par les différents échelons, par les institutions de la conférence consultative politique, par l'Assemblée nationale populaire et régionalement par le comité de représentation nationale, etc. Donc c'est ce qu'on appelle une démocratie de nature. Alors que l'opinion occidentale critique la Chine, disant qu'il n'y a pas de concurrence entre les partis, donc la Chine forcément n'est pas démocratique. Donc, et parce que leur histoire a été formée par des fractions partielles. Donc leur parti politique était forcément représentant des partis partiels, des groupes sociaux différents. C'est pour ça qu'il y a tellement de conflits. Aujourd'hui, on assiste à une lutte acharnée entre les groupes qui représentent des intérêts divers dans la société occidentale. Donc tout ça fait un contraste frappant entre l'interprétation et la compréhension de démocratie. Je vous remercie M. Ding Yifang et M. Wu Zexian pour vos commentaires. Voilà, c'est la fin de ce numéro de rencontre. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.